Présente-nous ton projet. Merci beaucoup. Super, merci Guillaume pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont en présentiel ici directement dans la salle à Amos. Merci aussi à ceux qui sont en ligne sur Zoom d'assister à cette pratique de présentation de proposés de recherche, comme Guillaume a dit, une présentation que je vais faire la semaine prochaine devant mon comité. Alors, mon projet de recherche, en fait, c'est l'évaluation de la dynamique spatio-temporelle de la population de Bitotrephes sedestromi dans le lac Témiscamingue. Bitotrephes sedestromi, en réalité, c'est le cladossard épineux, qui est une espèce exotique envahissante ici en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? Eh bien, en fait, c'est une espèce non indigène qui cause des dommages significatifs sur l'environnement, la société et l'économie. Les espèces envahissantes apportent énormément de problèmes aux différents écosystèmes dans lesquels ils s'introduisent. Premièrement, ça a des effets très néfastes sur la richesse spécifique, l'abondance et la composition génétique des espèces indigènes des milieux qui sont envahis. Ça augmente de manière dramatique le risque d'extinction de ces espèces-là. Ça modifie grandement les réseaux trophiques dans ces milieux-là aussi. Ça a la capacité de transmettre et d'apporter des nouveaux parasites et des pathogènes qui peuvent influencer et affecter les organismes de ces nouveaux milieux-là. Ça a des impacts très néfastes sur, ça a la capacité d'avoir des impacts néfastes sur la santé humaine et sur des potentielles maladies qui sont transportées d'un continent vers un autre. Et ça apporte aussi des coûts économiques absolument monstrueux. Il y a une étude qui date de 2005 qui a montré que les espèces exotiques envahissantes pouvaient coûter seulement aux États-Unis, donc pour un seul pays, jusqu'à 120 milliards de dollars par année. Donc, les espèces exotiques envahissantes apportent énormément de problèmes pour les différents écosystèmes qui sont affectés. Donc, les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques, bien, comment ils sont transportés et pourquoi il y en a en tant que tel? C'est souvent relié au transport de marchandises d'un milieu à un autre. Le transport des marchandises qui sont par voie maritime, bien évidemment. Ça facilite le flux d'individus aquatiques d'un milieu vers un autre et ça les apporte vers des nouveaux milieux, justement. Il y a une étude qui a montré qu'entre 1950 et 2002, il y aurait la quantité totale de marchandises transportées sur Terre aurait passé de 550 millions de tonnes par année à un total de 5,5 milliards de tonnes de marchandises transportées par année. En l'espace de 50 ans, on a fait un multiplicateur de 10 fois la quantité de marchandises transportées. Et plus on transporte de marchandises, et bien plus il y a de bateaux dans les océans, dans les mers, et donc plus il y a de chances de transporter une espèce d'un endroit vers un autre. Les écosystèmes aquatiques d'eau douce sont extrêmement importants, que ce soit au niveau écologique, vraiment pour la Terre, ou pour les humains en tant que tels. Les humains l'utilisent en grande partie pour faire, entre autres, des activités sportives. On a juste à penser aux bateaux, à la pêche, aux voiliers. Vous pouvez penser à des milliers d'activités qu'on fait sur les lacs et les rivières de nos milieux. C'est aussi une source d'eau potable qui est cruciale. En fait, c'est la seule source d'eau potable qu'on a sur la Terre. Et on sait qu'avec les changements climatiques actuels, les sources d'eau potable vont devenir de plus en plus rares et de plus en plus importantes. Donc, c'est important de les protéger pour ça aussi. Ça a une valeur économique importante. Il y a des industries, des entreprises qui ont besoin des écosystèmes aquatiques d'eau douce, comme par exemple les pêcheries, qui apportent des revenus extrêmement importants, entre autres pour le Canada. Ça a des valeurs culturelles importantes pour les communautés. Les gens apprécient grandement les lacs de leur région et apportent une grande importance. Et finalement, ça a une valeur écologique importante parce que les milieux aquatiques d'eau douce, malgré le fait qu'ils représentent moins de 1% de la surface de la Terre, eh bien, ils abritent quasiment 10% de la biodiversité totale de toute la planète. Maintenant, les écosystèmes aquatiques d'eau douce, on sait qu'ils sont importants. Est-ce qu'ils sont en danger? Comment ils se portent, nos écosystèmes aquatiques d'eau douce? Eh bien, il y a un rapport du WWF qui est sorti en 2022 qui a montré qu'il y a une diminution de 83% de l'abondance des populations des espèces aquatiques d'eau douce. Une diminution de 83%, c'est un chiffre qui fait absolument peur, qui est monstrueux, ce chiffre-là, et c'est un rapport qui date de tout récemment. Donc, les écosystèmes aquatiques d'eau douce sont en danger. Les espèces exotiques envahissantes, eux, est-ce qu'ils causent des problèmes par rapport à ça? Bien, il y a une étude qui a montré que les espèces exotiques, justement, seraient la cause primaire de perte de biodiversité dans les lacs et la troisième cause de perte de biodiversité dans les rivières. Alors, les espèces exotiques d'eau douce causent beaucoup de problèmes au niveau de la perte de biodiversité. Et cette perte-là, ça a des effets sur les services écosystémiques que nous rendent l'eau douce.
Si on prend un exemple, la moule zébrée, qui est une espèce qu'on parle beaucoup ici en Amérique du Nord, eh bien, il y a une étude qui aurait montré que les installations de traitement des eaux auraient dû débourser jusqu'à 267 milliards de dollars entre 1989 et 2004, simplement à cause de l'arrivée de la moule zébrée qui va complètement bloquer les tuyaux de traitement des eaux. Et ça, c'est un exemple pour une espèce exotique. Et au Canada, maintenant, on est rendu à 172 espèces exotiques envahissantes aquatiques. Donc, imaginez si une espèce exotique peut faire ces dommages-là, imaginez le total que peut faire 172 espèces. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est une espèce exotique envahissante, bien évidemment, j'en parle depuis tantôt. Elle est aquatique et elle est d'eau douce, c'est le cladocère épineux. Pour le bien de la présentation, quand je vais faire référence à Bitotrephes, ou si vous lisez Bitotrephes dans ma présentation, je fais référence au cladocère épineux. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un zooplancton qui provient du nord de l'Eurasie et qui a été détecté pour la première fois en Amérique du Nord, dans le lac Ontario, en 1982. On voit ici avec le graphique que depuis son arrivée en Amérique du Nord, il y a vraiment eu une augmentation de l'intérêt qui ne cesse d'augmenter par rapport à Bitotrephes, à essayer de comprendre c'est quoi son cycle de vie, c'est quoi les effets qu'il a sur les différents écosystèmes. Il a aussi été détecté dans le lac Témiscamingue en 2018. Et encore une fois, quand il a été détecté, ça a créé une vague de réactions dans la population. Dans les médias, les gens sont inquiets de l'arrivée de cette espèce-là. On ne connaît pas vraiment ça va être quoi les effets. Et si les effets sont dramatiques, les gens ils veulent le savoir puis ils veulent essayer de régler ce problème-là. Donc, pour bien comprendre mon projet, il faut comprendre c'est quoi l'anatomie un peu de Bitotrephes et aussi comprendre c'est quoi un réseau trophique aquatique. Donc, premièrement, on va comprendre c'est quoi l'anatomie de Bitotrephes. Donc, Bitotrephes est un zooplancton qui mesure un total de 1 à 1,5 cm de long rendu à l'âge adulte. Il est composé principalement de la longue épine caudale qui lui sert de défense morphologique contre la prédation. Et aussi, une autre partie importante de son anatomie est son œil qui lui permet de repérer ses proies et de se nourrir plus efficacement. Ensuite de ça, un réseau trophique aquatique, comment ça fonctionne? Eh bien, on voit en premier lieu avec la figure en haut à droite qu'il y a les facteurs abiotiques qui ont une influence sur tous les niveaux trophiques du réseau trophique. Donc, les facteurs abiotiques ont une grande importance. Ensuite, à la base de ce réseau trophique-là, on trouve les nutriments, qui sont entre autres le carbone, l'azote et le phosphore, et qui permettent de donner les nutriments nécessaires justement pour les producteurs primaires. Les producteurs primaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui utilisent l'énergie solaire afin de créer leur propre énergie. Et dans un écosystème aquatique, ça se représente avec le phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont des algues microscopiques qui utilisent la chlorophylle. On trouve ensuite les consommateurs primaires, qui sont ici des petits zooplanctons, qui se nourrissent de phytoplancton afin de survivre. On a ensuite les consommateurs secondaires, c'est ici qu'on retrouve Bitotrephes. Bitotrephes est un zooplancton qui se nourrit de zooplancton aussi. Et finalement, on a les consommateurs tertiaires, qui ici pourraient être représentés par des petits poissons planctivores qui se nourrissent de zooplancton aussi. Donc ici, le réseau trophique, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour les besoins de la présentation, ça va être suffisant. Donc, pour les prochaines diapositives, on va se concentrer sur les 3 types de consommateurs qu'on voit dans la figure ici, et on va se concentrer sur les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires. Les consommateurs primaires sont les proies de Bitotrephes, les secondaires sont les compétiteurs et les tertiaires sont les prédateurs. Au niveau des ressources alimentaires de Bitotrephes, donc les consommateurs primaires, Bitotrephes se nourrit de 12 à 14 proies par jour, ce qui est l'équivalent du 3/4 de son poids quotidiennement. C'est un prédateur qui est extrêmement vorace et extrêmement efficace. Il consomme principalement des petits cladocères ou des copépodes au stade nopli. Il préfère aussi les espèces qui sont en général plus lentes et il est capable d'adapter sa diète en fonction de l'abondance des proies. Il n'est pas spécifique, il ne va pas manger une seule proie, il va en manger plusieurs différentes. Au niveau des compétiteurs, il y a l'Leptodora qui est extrêmement important, mais qui est en général moins compétitif que Bitotrephes, ce qui fait en sorte que quand Bitotrephes arrive dans un milieu, l'Leptodora a tendance à diminuer grandement d'abondance et même jusqu'à disparaître de ce milieu-là. Il y a aussi Meses relicta qui peut agir comme compétiteur, mais aussi comme prédateur de Bitotrephes dans les moments de haute densité de Bitotrephes. Ensuite de ça, on peut parler des prédateurs. Donc, ici, en Amérique du Nord, il y a Coregonus artedi, donc le cisco de lac, qui est reconnu pour se nourrir assez efficacement de Bitotrephes. Et il y a aussi des jeunes de l'année qui sont capables de s'en nourrir. Des jeunes de l'année, ce sont des poissons qui vont éventuellement grandir et arrêter de se nourrir de zooplancton, mais qui, dans leur jeune stade de vie, se nourrissent de zooplancton.
La longue épine caudale que je vous ai montrée tantôt, elle cause énormément de problèmes, principalement pour les jeunes de l'année, parce qu'ils sont trop petits pour se nourrir d'une aussi grosse épine, et l'épine va complètement bloquer soit les voies respiratoires ou le tube digestif de ces poissons-là. Finalement, il y a Leposis gibosus et Perca flavescens qui sont capables de retirer l'épine caudale de Bitotrephes et de s'en nourrir plus efficacement. Encore une fois, ça, c'est à un stade de vie un petit peu plus avancé. Ensuite de ça, on peut aller, si on revient un peu tantôt à notre figure de réseau trophique, on avait les variables abiotiques qui avaient une influence sur tout le réseau. Ça a donc une influence aussi sur Bitotrephes. Donc, au niveau des caractéristiques d'habitat, on va se concentrer sur 5 principaux qui sont la température, la zone photique, le pH, les nutriments et l'oxygène. Si on commence au niveau de la température, eh bien, on sait que ça a une influence importante sur la reproduction, le cycle de vie ainsi que les taux métaboliques. Bitotrephes est capable de tolérer des températures entre 4 et 25 degrés, mais il survit mieux dans des températures entre 10 et 24. Au niveau de la zone photique, c'est l'évaluation de la pénétration de la lumière dans l'eau en réalité. Et comme je l'ai mentionné tantôt, Bitotrephes chasse à l'aide de son œil. Donc, il repère ses proies beaucoup plus facilement dans des endroits où il y a beaucoup plus de lumière. La prédation de Bitotrephes est possible dans des endroits où il y a moins de lumière, où il fait sombre, mais elle est beaucoup moins efficace. Le pH, dans des endroits qui sont beaucoup plus acides, on voit vraiment une diminution des taux de survie de Bitotrephes, mais il est quand même capable de tolérer des pH entre 4,5 et 8, même s'il préfère des pH qui sont beaucoup plus neutres. Les nutriments, eux autres, ils vont affecter la productivité primaire du milieu et donc indirectement aussi influencer la profondeur de la zone photique et la pénétration de la lumière, parce que s'il y a plus de nutriments, il va en général avoir une plus grande turbidité dans l'eau à cause d'une plus grande quantité de phytoplancton. Au niveau de l'oxygène, Bitotrephes survit bien dans les endroits qui sont très bien oxygénés. À la seconde que le milieu est moins bien oxygéné, il y a beaucoup plus de difficultés à survivre, principalement entre autres à cause des enzymes qu'il utilise. Donc, l'habitat idéal, c'est un milieu qui est oligotrophique, donc peu de nutriments, un pH qui est plutôt neutre, une productivité primaire qui est basse, bien oxygénée et des lacs qui sont larges et grands. Ensuite, on peut se concentrer sur le cycle de vie de Bitotrephes. Le Bitotrephes est capable de faire 2 types de reproduction, une reproduction parthénogénique et une reproduction sexuée. Au niveau de la reproduction parthénogénique, les principales caractéristiques de cette reproduction-là, c'est que Bitotrephes va faire une grande quantité de jeunes en peu de temps sans allouer une grande quantité d'énergie à ces jeunes-là. Ce qui va donc permettre d'augmenter la densité de population très rapidement dans le milieu. Cette reproduction-là ne nécessite pas de mâle. La femelle peut faire ça, en fait, toute seule. Et c'est aussi important pour ce type de reproduction-là, en fait, est important pour limiter les effets hâlés dans la population. Au niveau de la reproduction sexuée, cette reproduction-là requiert mâle et femelle, et ça va permettre aux femelles de créer des œufs extrêmement résistants qui résistent à des variations de pH, de température et même de sécheresse. Et cette reproduction-là est souvent observée quand les conditions de vie sont moins favorables, donc quand il y a une diminution de l'abondance de poids ou encore une diminution de la température. Maintenant, si on regarde encore une fois au niveau du cycle de vie, au niveau de la variabilité dans une seule année, si on regarde le graphique ici, on a juste besoin de se concentrer sur une seule ligne. On a juste besoin de regarder la ligne pointillée noire sur laquelle il y a des cercles noirs. Dans cette ligne-là, on voit l'abondance de Bitotrephes au courant de la saison. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une grande augmentation de l'abondance de Bitotrephes au mois environ d'août. On voit ensuite une diminution assez dramatique de sa population au mois de septembre pour avoir un deuxième moment de grande densité au mois d'octobre. Les variations et les fluctuations dans une saison au niveau de Bitotrephes dans son abondance sont souvent affectées par la température, l'abondance de proies, l'abondance de prédateurs et d'autres paramètres abiotiques, comme par exemple la zone photique. Maintenant qu'on comprend bien qu'est-ce que Bitotrephes, comment Bitotrephes vit, il faut comprendre un peu pourquoi on s'y intéresse. Donc, c'est quoi les effets que Bitotrephes a? Premièrement, sur ses proies. Donc, Bitotrephes se nourrit de très grandes quantités de zooplancton et il émet une très grande pression de prédation sur ses proies. Ça va avoir différents effets. Premièrement, ça peut avoir des effets dramatiques sur l'abondance de ces proies-là. Il y a une étude qui a montré qu'après à peine 1 an de l'arrivée de Bitotrephes, il y a une réduction dramatique de l'abondance de ces proies qui sont préférentielles. On voit ici avec le graphique, bon, le graphique est un peu petit, mais on peut voir en Y l'abondance de ces proies et en X l'abondance de Bitotrephes. Et on voit qu'à la seconde qu'il y a un peu de Bitotrephes dans l'eau, eh bien, l'abondance de proies, elle chute dramatiquement. Ensuite de ça, on a aussi une étude dans le lac Harpe en Ontario qui a noté une réduction de la richesse spécifique en zooplancton de 17 %, qu'on voit très, très bien avec le graphique ici. On voit une chute très importante en termes de richesse spécifique. Finalement, ça a aussi des effets indirects sur les caractéristiques chimiques de l'eau, par exemple sur la turbidité de l'eau. Et il y a une étude qui a montré que
le fait de changer la turbidité de l'eau dans un lac en particulier, bien, ça aurait coûté jusqu'à 140 millions en termes de valeur écosystémique. Maintenant, le Bitotrefes a aussi des effets sur les prédateurs et ses compétiteurs, parce qu'il va se nourrir d'une très grande quantité de zooplancton. Il va donc émettre une très grande pression de compétition sur ces organismes-là. Premièrement, sur Senda vitreus, dans une étude, Senda vitreus, pour ceux qui ne savent pas, c'est le doré jaune, une espèce extrêmement importante au Canada, au Québec et même ici, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, le doré jaune, après l'invasion du Bitotrefes, ils ont noté une diminution de 12 de leur taille, ce qui est une diminution quand même assez impressionnante. Au niveau de l'Leptodora, comme je l'ai mentionné, l'Leptodora, souvent, après l'arrivée de Bitotrefes, sa population va souvent chuter, il va avoir une grande réduction de biomasse de sa population. Et aussi, ça va émettre une cascade trophique dans tout le réseau trophique et va diminuer le flux d'énergie de tous les niveaux trophiques dans lesquels il va s'instaurer. Et ça va affecter tout le reste du réseau trophique en allant du zooplancton vers les poissons et même jusqu'aux oiseaux. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'objectif principal de mon projet et pourquoi on s'intéresse à ce projet-là, pourquoi on s'intéresse à Bitotrefes dans le lac Témiscamingue. Alors, l'objectif principal est de déterminer les caractéristiques d'habitat, de ressources alimentaires, de prédation, de compétition qui influencent la dynamique spatio-temporelle de Bitotrefes dans le lac Témiscamingue. Pour bien déceler ce très gros objectif-là, on décide de le séparer en 3 grandes catégories. Premièrement, on va regarder les caractéristiques d'habitat. On va regarder ensuite la structure du réseau trophique et finalement, on va se concentrer sur le cycle de vie de Bitotrefes. Donc, au niveau de l'aire d'étude, c'est le lac Témiscamingue. C'est le seul lac qui est connu ici dans la région pour être envahi par Bitotrefes. Donc, c'est logique qu'on s'intéresse à ce lac-là en particulier. Le lac Témiscamingue est intéressant au niveau écologique parce qu'il y a présence d'un gradient de turbidité sur un axe nord-sud parce que les affluents qui se trouvent au nord du lac sont des affluents qui sont sur fond argileux et apportent une eau qui est souvent très, très trouble. Et plus on descend vers le sud du lac, plus les rivières, les affluents qui arrivent dans le lac, sont des rivières sur fond rocheux qui apportent une eau extrêmement claire, ce qui fait en sorte que le nord du lac est beaucoup plus turbide que le sud du lac. Et comme je l'ai mentionné, la turbidité d'eau ou la pénétration de la lumière, la zone photique, des synonymes semblables, va influencer la capacité de Bitotrefes à se nourrir efficacement. Donc, ce gradient-là est intéressant. Au niveau régional, le lac Témiscamingue représente un site touristique extrêmement important. Il abrite des terrains de golf, de nombreuses plages, des terrains de camping. Il y a des gens qui habitent aux abords du lac. Donc, il y a un attrait très important pour la région. Et aussi, il représente une porte d'entrée extrêmement importante pour Bitotrefes vers le reste de la région, parce qu'une fois qu'il est dans le lac Témiscamingue, c'est beaucoup plus facile de se disperser à partir de là vers tous les autres lacs de la région. Au niveau du design expérimental, comment on a été échantillonné l'été passé sur le terrain, en fait, sur la carte ici, on voit en bleu le lac Témiscamingue et on voit des points jaunes et rouges. Les points jaunes et rouges, ce sont des sites que je suis allé échantillonner. Si on prend les points jaunes et rouges au complet, on les prend tous, c'est 15 sites qui sont distribués spatialement sur le lac. Donc, le but de ces sites-là, c'est de déterminer au niveau spatial, dans tout le lac, c'est quoi les variations qu'il va y avoir. Ces sites-là, je suis allé les visiter un total de 3 fois durant la saison. Ensuite, si on se concentre seulement sur les points rouges, ces points rouges-là, je suis allé les visiter un total de 10 fois. Et ces points rouges-là sont distribués sur une moins grande surface du lac, mais je suis allé les visiter plus souvent afin de déterminer vraiment les variations saisonnières de Bitotrefes dans le lac Témiscamingue. Les sites ont été sélectionnés en fonction de plusieurs paramètres, comme la profondeur des sites, la proximité avec un affluent et la distance entre ces 2 sites, en s'assurant qu'il y ait au moins 2 km entre chaque. On peut maintenant passer à l'objectif numéro 1 de mon projet qui concerne les caractéristiques d'habitat. Donc, l'objectif 1 est de décrire la variabilité saisonnière et spatiale de l'habitat préférentiel de Bitotrefes. Il y a différentes hypothèses par rapport à ça et que les facteurs abiotiques vont varier spatialement et temporellement. Ils vont donc affecter Bitotrefes. Le pH, la température, l'oxygène, la zone photique et les variables bottom-up, donc les variables qui sont à la base du réseau trophique, dont les nutriments et le phytoplancton, vont influencer la Bitotrefes encore une fois. Et la zone photique sera une variable extrêmement importante qui va déterminer les variations de densité de Bitotrefes et va suivre un gradient nord-sud, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, pour la collection des échantillons pour cette partie-là, on a échantillonné des caractéristiques chimiques de l'eau, on a échantillonné la pénétration de la lumière et aussi les variables bottom-up que je l'ai mentionné.
Au niveau des caractéristiques chimiques de l'eau, on a utilisé un instrument qu'on appelle un RBR, qu'on a placé dans l'eau, qu'on a descendu jusqu'à une profondeur de 30 mètres, et puis qu'on a remonté. Le RBR prend en note systématiquement toutes les valeurs de caractéristiques chimiques qui nous intéressent. Ensuite de ça, au niveau de la pénétration de la lumière, on s'intéresse à la profondeur de Secchi et à la zone photique. Donc, pour celui-là ici, pour la profondeur, c'est ça, pour la profondeur de Secchi, on utilise un disque de Secchi. Et pour la profondeur de la zone photique, on utilise un LICAR qui nous permet de déterminer justement la profondeur photique. Au niveau des variables Bonhomme, on s'intéresse aux nutriments, donc l'azote, le phosphore et le carbone organique dissous. Et on s'intéresse aussi à la chlorophylle alpha, qui est un paramètre qui nous permet d'évaluer la concentration, la densité en phytoplancton. Pour ces variables-là, on a utilisé une bouteille Rotner qui nous permet de faire un échantillonnage intégré de la colonne d'eau entre 0 et 10 mètres de profondeur. Cet échantillon-là, une fois intégré, on peut, pour les nutriments, prendre un échantillon et le placer dans une viale de 60 ml qu'on va ensuite conserver à 4 degrés Celsius. Pour la chlorophylle alpha, on fait sensiblement la même chose, mais à la place de le mettre dans une viale, on le met dans une bouteille ambrée de 1 litre qu'on va conserver, elle aussi, à 4 degrés Celsius. Au niveau des manipulations de laboratoire, pour les caractéristiques chimiques, c'est extrêmement simple. Le RBR, c'est le fun pour ça. On a juste besoin de télécharger les données dans un ordinateur et c'est tout. Ensuite, au niveau de la pénétration de la lumière, c'est sensiblement simple aussi. On a juste besoin de prendre les données et des intégrer dans un ordinateur pour des analyses futures avec R. Au niveau des variables Bonhomme, là, on a un petit peu plus de manipulation. Premièrement, au niveau des nutriments, les viales, comme je disais, sont conservées à 4 degrés Celsius et seront envoyées au laboratoire du Grill à l'UQAM pour les analyses qui vont nous permettre de déterminer la concentration en azote, carbone organique dissous et phosphore. Au niveau de la chlorophylle alpha, les échantillons qui sont dans les bouteilles ambrées de 1 litre, on va les filtrer à l'aide de filtres en fibre de verre à 0,7 micromètres. Ces filtres-là seront ensuite conservés à moins 80 degrés Celsius. Et quand on va être prêt, c'est-à-dire dans à peine quelques semaines, je vais pouvoir faire les dernières manipulations dessus. Donc, on a juste besoin de les dissoudre dans de l'éthanol 90 % et on va ensuite passer au spectrophotomètre pour évaluer la concentration en phytoplancton. Les analyses statistiques par rapport à cet objectif-là concernent les sites d'échantillonnage et les dates pour lesquels on va faire des analyses de régression multiples. Et pour la profondeur de la zone photique, on va faire une régression simple afin de déterminer s'il y a réellement présence d'un gradient nord-sud au niveau de la turbidité. On peut maintenant passer à l'objectif 2 et 3 qui concerne le réseau trophique du lac Témiscamingue. Alors, l'objectif 2 est d'évaluer les ressources alimentaires disponibles pour Bitotrefes dans le lac Témiscamingue et de les relier à son abondance. Les deux hypothèses par rapport à ça est que le pic de densité de Bitotrefes va suivre le pic de densité de ses proies, dans le sens où, au courant d'une saison d'eau libre dans un lac, on va avoir un premier pic de densité des petits cladocères, par exemple, qui va être suivi d'un pic de densité de Bitotrefes. Donc, Bitotrefes va avoir un pic de densité un petit peu plus tardif que celui de ses proies. La deuxième hypothèse est que les proies préférentielles de Bitotrefes vont être plus petites et plus lentes en général. Le troisième objectif, le deuxième objectif par rapport au réseau trophique est de déterminer les potentiels mécanismes naturels régulatoires présents dans le lac Témiscamingue et d'évaluer les compétiteurs et prédateurs de Bitotrefes. Pour ça, on hypothèse qu'il va y avoir présence d'organismes qui sont capables de prédater Bitotrefes dans le lac Témiscamingue et aussi qu'une grande abondance de Bitotrefes va aussi induire une diminution de l'abondance de ces compétiteurs, comme par exemple Mysis et Leptodora. Au niveau de la collection d'échantillons de ces données-là, pour cet objectif-là, premièrement, on a la communauté du zooplancton, on a bien évidemment Bitotrefes et aussi la communauté de poissons. Pour la communauté du zooplancton, ce qu'on a fait, c'est qu'on se rendait sur le site, on prenait un filet à zooplancton de 30 cm de diamètre ayant des mailles de 50 micromètres. Ce filet-là, on le descendait jusqu'à une profondeur de 30 mètres, puis on le remontait à la surface. Avec cet échantillon-là, une fois remonté, on plaçait l'échantillon dans une bouteille en polypropylène dans laquelle on ajoutait de l'éthanol pour la conservation. Pour cet échantillonnage-là, avec le petit filet, on fait 2 réplicas par site. Pour Bitotrefes, c'est extrêmement semblable, sauf qu'à la place, on utilise un filet de 50 cm de diamètre avec des mailles de 300 micromètres. Et pour ce filet-là, encore une fois, on le descend jusqu'à une profondeur de 30 mètres, on le remonte à la surface et cet échantillon-là, on le place dans une bouteille dans laquelle on va ajouter de l'éthanol 90 % pour le préserver. Pour ces échantillons-là, on va faire 3 réplicas par site. Pour la communauté du zooplancton et pour Bitotrefes, on a aussi ramassé des échantillons dans lesquels on ne mettra pas d'éthanol dans les bouteilles
dans le but de les conserver parce que l'éthanol peut affecter les isotopes stables en fait, présents dans les zooplanctons. La communauté de poissons, elle, a été échantillonnée à l'automne. On a sélectionné 4 sites sur le lac Témiscamingue sur lesquels on a placé un filet de 1 mètre de haut par 10 mètres de long. Ces filets-là ont été laissés pendant 24 heures sur chacun de ces sites-là. Après 24 heures, on est allé ramasser les poissons qui s'y trouvaient. On les a identifiés à l'espèce, on a pris leur longueur ainsi que leur poids. Et la manipulation des poissons a été faite suivant un protocole qui a été approuvé par le Comité d'éthique et de bien-être de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Pour les manipulations de laboratoire, pour la communauté de zooplancton, on prend les échantillons qui sont dans l'éthanol et on les passe au microscope sur lesquels je vais identifier les espèces de zooplancton et les dénombrer aussi afin de déterminer leur abondance. Pour Bitotrephes, on fait sensiblement la même chose. On prend les échantillons avec de l'éthanol 90 dans lequel on va passer en fait au microscope pour évaluer leur abondance. Finalement, pour la communauté de poissons, on prend les poissons, on prend des échantillons de muscles et de foie qu'on va conserver ensuite au congélateur. Les échantillons que j'ai mentionnés tantôt qu'on ne met pas d'éthanol dedans, c'est là qu'ils sont importants. Les échantillons qui n'ont pas d'éthanol dedans et les échantillons de poissons, de muscles et de foie de poisson, seront utilisés pour faire les analyses d'isotopes stables. Les analyses d'isotopes stables sont en fait les delta 13 carbone et delta 15 azote. Les isotopes de carbone vont nous permettre d'identifier les ressources alimentaires, les compétiteurs et les prédateurs de Bitotrephes, tandis que les isotopes stables d'azote vont nous permettre de déterminer la position trophique de chacune des espèces échantillonnées, en plus de déterminer la complexité du réseau trophique présent dans le lac Témiscamingue. Ces échantillons, les échantillons de zooplancton, de Bitotrephes et de poissons, de muscles et de foie pour les poissons, on va les lyophiliser, les broyer et les encapsuler dans des capsules d'étain. Et ces échantillons-là seront envoyés au laboratoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les analyses. Les analyses statistiques par rapport à cet objectif-là est que pour les isotopes stables, on va faire des modèles bayésiens et de Permanova qui vont nous permettre de différencier les relations trophiques et la structure dans le lac Témiscamingue. Et pour la communauté de zooplancton ainsi que l'abondance de Bitotrephes, on va faire des analyses NMDS de style multivarié qui vont nous permettre de différencier de déterminer en fait les différences spatio-temporelles de Bitotrephes et de zooplancton, évidemment. Finalement, le dernier grand sujet du projet concerne le cycle de vie de Bitotrephes. Donc, l'objectif de cette partie-là est de déterminer les paramètres qui influencent le cycle de vie de Bitotrephes dans le lac Témiscamingue. Les hypothèses par rapport à ça est que la reproduction parthénogénique va surtout se passer dans des bonnes conditions d'habitat. Une diminution de la température et de la densité de proie devrait affecter le cycle de reproduction et peut-être induire un changement de type de reproduction, et que la reproduction sexuée devrait débuter environ à la mi-septembre. Pour les échantillons collectés, comment on les a fait? En fait, on prend les variables abiotiques, on va considérer aussi le développement de Bitotrephes et la reproduction de Bitotrephes. Pour les variables abiotiques, c'est exactement les mêmes variables que j'ai expliquées dans l'objectif 1, qui sont les caractéristiques chimiques, les variables Bonhomme et la pénétration de la lumière. Donc, pas besoin de les répéter, j'ai déjà expliqué comment on les a ramassés. Au niveau de développement de Bitotrephes et de la reproduction de Bitotrephes, encore une fois, celui-là, c'est avec les mêmes échantillons qu'on a ramassés dans l'objectif 2, dans lequel on prend un filet, on descend jusqu'à 30 mètres, et ensuite l'échantillon, on le conserve dans de l'éthanol 90 %. Pour le développement de Bitotrephes, on va se concentrer sur la longueur, l'abondance et le développement, le stade de développement. Et pour sa reproduction, on va déterminer le sexe ratio, donc mâle ou femelle, le stade de reproduction, ainsi que le nombre d'œufs présents dans les femelles. Au niveau des manipulations de laboratoire, encore une fois, pour les variables abiotiques, c'est le même principe que dans l'objectif 1. Pour le développement de Bitotrephes, on va prendre les échantillons, on va les passer au microscope et, comme j'ai dit, on va les mesurer, déterminer leur abondance, comme on a fait dans l'objectif 2, et aussi évaluer leur stade de développement. Et pour la reproduction, c'est la même chose, on le passe au microscope et on va déterminer le sexe, le stade de reproduction et le nombre d'œufs présents dans les femelles. Pour les analyses statistiques, je vais faire des modèles généralisés mixtes pour la production d'œufs et le stade de reproduction. Et ces deux analyses-là vont nous permettre de déterminer le changement de type de reproduction, à essayer de savoir à quel moment dans la saison les changements viennent. Et aussi nous permettre de déterminer c'est quoi les facteurs qui induisent ces changements-là. Finalement, au niveau de la longueur de Bitotrephes, on va faire des analyses NMDS multivariées qui vont nous permettre de déterminer les paramètres qui influencent sa longueur.
Donc, la contribution et les retombées de ce projet-là, ben, en fait, ça va être de décrire la communauté du zooplancton du lac Témiscamingue, chose qui n'a pas été faite en détail depuis maintenant presque 40 ans. On va aussi déterminer la structure du réseau trophique dans le lac Témiscamingue au complet, en considérant aussi le zooplancton, chose qui n'a jamais été faite. Ensuite, on va évaluer les variables qui influencent la dynamique spatio-temporelle d'habitat Trefes dans le lac Témiscamingue. Et ça, ces informations-là, du deuxième point que je viens de mentionner, eh bien, ils vont nous permettre de mettre en place un plan de gestion qui est mieux ciblé et qui va permettre de limiter sa propagation dans le reste de la région, de la province ou même du pays. Finalement, ce projet-là devrait nous permettre d'améliorer aussi un peu notre compréhension par rapport au potentiel de propagation d'habitat Trefes vers le nord de la région ou du pays. Donc, voici un horaire préliminaire de l'avancée du projet. Donc, on est rendu à l'hiver 2023, donc à finaliser en fait la rédaction de mon proposé de recherche. Et je vais bientôt me lancer en fait dans les analyses de laboratoire. Donc, en terminant, j'aimerais remercier tous les partenaires financiers sans qui le projet n'aurait jamais pu arriver. Un grand merci tout spécial au ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, FONEPAR, qui nous ont permis d'avoir une embarcation durant tout l'été passé afin d'aller sur le lac Témiscamingue. Et aussi, un grand merci à tous les stagiaires qui sont venus avec moi l'été passé sur le terrain. C'est extrêmement apprécié. Et pour terminer, un grand merci à vous pour votre attention. Et si vous avez des questions et des commentaires, ça va être le moment. Il fait 30? Oui, 30 secondes. C'est bon. Très bon. Merci, William, pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être déjà? Christiana? Non? Élise, as-tu des questions? Je ne suis pas sûre. En fait, il y avait dans ta section analyse de ton dernier objectif. Est-ce que tu viens de comprendre? Je comprends pas ce que tu voulais dire pour les deux premières variables, qu'est-ce que tu allais faire? Dans le fond, comme je disais, l'habitat Trefes est capable de faire deux types de reproduction, une reproduction parthénogénique puis sexuée. Puis la reproduction, en fait, dans la saison, au début de la saison, il va faire beaucoup de reproduction asexuée pour juste faire un espèce de boom dans la population puis avoir une plus grande densité. Et quand dans la population, en fait, l'habitat devient moins favorable, il va faire une reproduction qui est sexuée. Et quand il fait une reproduction sexuée, c'est là qu'il fait ses œufs de résistance. Les œufs de résistance, c'est un vecteur qui est extrêmement important pour la propagation de habitat Trefes vers les autres lacs. Parce que ces œufs-là sont capables de rester dans la cale des bateaux, par exemple, avec un petit peu d'eau. Et là, si tu vas, par exemple, pêcher sur le lac Témiscamingue une journée, et que le lendemain, tu t'en vas pêcher sur un autre lac, eh bien, tu transfères les œufs d'un lac vers un autre, et là, la propagation de l'espèce est déjà terminée, en fait. Donc, d'essayer de comprendre, c'est quand le moment où il y a le plus de reproduction sexuée, ou quand essayer de comprendre, c'est quand il y a le chiffre de reproduction, va nous permettre de déterminer, bon, ben, à partir de ce moment-là, dans la saison, il faut vraiment faire attention, parce qu'il va y avoir une plus grande concentration d'œufs dans le lac, par exemple. Puis au microscope, est-ce que tu es capable de dire quel type d'œuf? Oui, au niveau, quand on regarde les femelles, on est capable de déterminer à l'intérieur, dans le fond du... Je peux essayer d'aller chercher. Au niveau de l'anatomie de l'habitat Trefes, on est capable d'évaluer, en fait, dans le sac qui est juste ici, là, ça, c'est les œufs qui sont contenus. Là-dedans, on est capable de déterminer c'est quel type de reproduction qui est produit, parce que c'est soit des jeunes qui sont réellement des petits habitat Trefes ou vraiment des petits œufs. Les œufs pour la reproduction sexuée, ils sont faits pour durer comme tout l'hiver. Ils sont vraiment résistants, ils ont une grosse carapace. Ça se différencie facilement. Est-ce qu'on a des questions à distance? Peut-être? Ben ouais, pourquoi pas. Oui. Vas-y, Ben Patrick. déjà, bravo William, là. C'était super bon, puis habituellement, t'as l'habitude de parler plus vite que ça. C'était vraiment bien ton début, j'ai trouvé. Ouais, pendant la présentation, j'y ai pensé un peu. Ouais, ben c'est ça, mais c'était un bon rythme, j'ai trouvé, là. Sinon, une question que j'avais, là, c'est, tu sais, à un moment donné, tu définis l'habitat idéal pour le calocère. Oui. Je sais pas si c'est exactement le moment, c'est vraiment au début, là. Ouais, c'est ça. T'es oligotrophique, pas beaucoup de productivité, bien oxygéné, des grands lacs profonds. Ça, dans ma tête, c'est pratiquement l'inverse de beaucoup de lacs ici, en Abitibi. Je sais pas si, à un moment donné, tu fais un lien, tu sais, avec ça pour dire c'est peut-être un facteur qui pourrait faire en sorte qu'il se propagerait un peu moins en région. Tu sais. Je sais pas si tu avais parlé de ça un peu.
Ben, je n'ai pas parlé de ça dans la présentation en soi, sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de lacs ici en Abitibi qui sont extrêmement turbides, donc qui ne représentent pas vraiment l'habitat idéal pour Bouteau de Réfès. Mais comme j'ai dit, au niveau de son alimentation, il est quand même capable de se nourrir dans des milieux qui sont beaucoup plus sombres, où il y a beaucoup moins de lumière. Sauf que, ceci étant dit, comme tu as mentionné, c'est en général des habitats qui sont beaucoup moins idéaux. Si on considère l'Abitibi-Témiscamingue au complet, on ne considère pas juste l'Abitibi, eh bien, au niveau du Témiscamingue, il y a des lacs comme par exemple le lac Kipawa, qui sont des lacs extrêmement clairs où la profondeur de la zone photique peut atteindre des vingtaines de mètres facilement. Donc, dans ces milieux-là, ben, ça peut causer encore plus de problèmes. Il y a aussi les lacs d'Esquerre, je sais, qui ont beaucoup qui ont une grande clarté d'eau. Donc, peut-être que là aussi, ça peut causer certains problèmes. Ouais, c'est vrai. Ben oui, il y a pas juste les lacs d'argile, là, il y en a toutes sortes. Là. Il y en a beaucoup, effectivement, Ouais. mais il y a d'autres lacs autour quand même qui pourraient être à risque. Ouais, plus vulnérable. C'est ça. Puis une autre idée, là, puis là, tu en fais vraiment ce que tu en veux, William. Là. Tu donnais des exemples d'espèces exotiques envahissantes dans le monde. Je ne sais pas si tu avais vu le cas de la perche du Nil dans le lac Victoria. Oui, j'en ai entendu parler vite fait, mais je ne pourrais pas. C'est comme vraiment un d'informations cas, dessus. c'est un super grand lac d'eau douce en Afrique. Là, puis depuis que la perche du Nil, là, il y a, pratiquement toutes les espèces ont disparu là, pour laisser la place à la perche du Nil. C'est comme vraiment un exemple extrême. Là. Mais ce n'est pas relié avec le lac Victoria. Il me semble que c'est dans ce lac-là. Ouais. Ah oui, bah, ça se peut. D'abord, si c'est le lac Victoria, oui, j'ai effectivement entendu parler de ce lac-là en quantité. C'était juste pour l'exemple. Oui, ça pourrait être un exemple, effectivement. C'est un des exemples de l'arrivée d'une espèce exotique envahissante qui cause beaucoup de problèmes. Ouais. Super, merci. Il y avait d'autres questions pour William? Ah, moi, j'en avais une petite là, par rapport à. C'est un peu dans la continuité, là, justement par rapport à ce que tu as lu dans la littérature. Là. Qu'est-ce que tu penses qui va être différent dans le lac Témiscamingue par rapport au cycle de vie de Bouteau de Réfès, par exemple? Par rapport au cycle de vie, ben, on le sait que le lac Témiscamingue, c'est un lac qui est un petit peu plus nordique que les lacs en général qui ont été étudiés dans le passé. C'est des lacs qui sont plus dans le sud de l'Ontario. Là, on est maintenant dans un lac qui est un petit peu plus nordique, qui est comme à la porte des milieux boréaux. Donc, clairement que la température, ça serait un facteur qui serait différent des autres lacs potentiellement qui ont été étudiés dans le passé. Je ne sais pas si tu voulais que je nomme d'autres facteurs, d'autres exemples. Non, mais quel impact ça pourrait avoir sur son cycle de vie, mettons? Sur ce cycle de vie, bien, en fait, on pense que son cycle de vie, bien, à la place de, par exemple, se conclure au début ou au milieu du mois de novembre, bien, la température va chuter plus rapidement ici versus les lacs dans le sud de l'Ontario, et donc que son cycle de vie va être un petit peu raccourci. Donc, que la fin de son cycle de vie au courant d'une saison risque d'être quelque part plus à la mi-octobre, par exemple, à place d'être à la mi-novembre. Donc décalé. C'est ça, décalé. OK. Good. Parfait, merci. Merci beaucoup. Okay. Merci à tous. Ben, moi, on va juste rester un petit peu pour discuter de la présentation, là, mais pour tous les gens qui sont connectés ou qui sont venus voir la présentation, là, ben, vous pouvez quitter maintenant. Là, ça va être juste des critiques de présentation. Donc, moins intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre présence en ligne. Merci, Marc-André. Oui, quand tout ça fait, on commence. On peut l'arrêter ici, l'enregistrement. Juste à mettre fin à la réunion. OK. Terminé pour le moment. Ah, au mettre fin.